7h13 sur Europe 1. Votre invitée ce matin, Sonia Mabrouk, est la vice-présidente PS de l'Assemblée nationale. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Valérie Rabault. Les déchets s'accumulent, des montagnes de poubelles à Paris, c'est un vrai problème sanitaire, sans compter le risque de prolifération des rats. Et puis notre image, il faut en parler vis-à-vis des touristes. Malgré cela, la mairie de Paris soutient la grève des éboueurs. Et vous, que dites-vous? Vous la soutenez aussi ou vous dites ça suffit un moment? Si les éboueurs font grève, c'est à cause de la réforme des retraites. Ça ne vous aura pas échappé. Donc, il y a un droit de grève qui doit être respecté. Moi, je souhaite que le gouvernement entende les éboueurs. Et la question, elle s'adresse au gouvernement. Il y a un droit de grève, vous avez raison, et c'est très important, il doit être sanctuarisé, mais il y a aussi un devoir d'être protégé des risques. Est-ce qu'il ne faudrait pas, Valérie Rabault, un service minimum pour éviter l'aggravation des problèmes d'insalubrité? Il y a aussi la crainte pour les enfants avec cet amoncellement de déchets. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une harmonie entre le droit de grève et le devoir de protéger les citoyens? Mais il faut trouver une harmonie. On est d'accord qu'il faut que, évidemment, tous les risques sanitaires puissent être encadrés. Mais la question, moi, ce qui me choque, c'est les membres du gouvernement qui découvrent aujourd'hui qu'il y a des poubelles dans Paris. Il faut qu'ils se posent la question, c'est d'abord à eux que la question est posée. Et à eux, donc en priorité. Vous, ça passe par la réforme des retraites. Ça passe pas par... La grève découle de textes sur les retraites que le gouvernement soutient. Mais il y a une responsabilité aussi de la mairie, là, non? Mais la première responsabilité, dans la hiérarchie des responsabilités, la première revient au gouvernement. Et que dites-vous ce matin, Valérie Rabault? Je sais que vous êtes sensible à ce sujet, aux commerçants, aux restaurateurs qui déjà sont très impactés par l'inflation avec des factures incroyables et qui font face aussi à cette situation qui aura forcément des conséquences sur leur clientèle. Mais nous avons dit au gouvernement, dans le contexte dans lequel nous sommes, avec une inflation, avec des prix de l'énergie qui sont délirants, la priorité et de réduire les factures énergétiques, pas de faire cette réforme des retraites. On le leur dit depuis septembre dernier. Bon, le gouvernement veut passer en force sur les retraites, il a la France contre lui, et pendant ce qu'il fait ça, il ne s'occupe pas des vrais problèmes des Français, qui sont l'inflation, les factures énergétiques qui explosent, des restaurateurs, des boulangers, des artisans qui ne savent pas s'ils vont poursuivre leur activité le mois prochain en attendant les factures d'EDF. Oui, on en est là, mais vous dites qu'ils ne s'occupent pas. Est-ce que vous n'êtes pas un peu, radical, entre guillemets, dans vos propos? Parce que le gouvernement, quand même, met en place des mesures. J'ai bien conscience, je suis un peu radicale dans mes propos, mais je suis radicale parce que, vous savez, il y a une coupure parlementaire. Moi, j'ai passé une semaine à la rencontre des artisans, des boulangers, des restaurateurs de ma circonscription. Et quand certains me disent, dans un mois, je ne sais pas ce que je vais faire, eh bien la situation, c'est elle qui est radicale. C'est pas mon propos qui l'est. C'est cette situation que des millions de Français sont en train de vivre et que le gouvernement ne regarde pas. Le gouvernement qui ne cesse de répéter, Valérie Rabault, ces dernières heures, qu'il ne veut pas utiliser le 49.3 pour faire passer la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. En somme, que s'il le fait, c'est qu'il y sera contraint, qu'ils le feront la mort dans l'âme. C'est un vrai faux suspense. Mais ça, c'est le sujet du gouvernement, c'est son problème. Mais le fond du fond, c'est qu'ils veulent passer une réforme contre laquelle la majorité des Français, face à laquelle la majorité des Français est contre. Donc, ils veulent passer en force. Eh bien, ils vont utiliser les outils qui sont à leur disposition dans la Constitution. Oui. Et nous utiliserons la résistance que nous permet aussi la Constitution. Résistance, c'est le mot que vous employez, oui. Mais oui, parce que franchement, il peut y avoir un débat de société de dire la vie se rallonge. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette durée de vie en plus? Est-ce qu'on peut en profiter à la retraite? Et le gouvernement dit non, vous allez travailler. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Évidemment, on se pose la question du financement et on ne fermera pas les yeux là-dessus. Et pour financer... Parce que vous êtes connu pour être, pardonnez-moi, je le rappelle pour les auditeurs qui ne le savent pas, pour être attaché à une forme de respect des finances et d'une rigueur budgétaire. Que les finances publiques, pas de la rigueur budgétaire, mais la bonne gestion des finances publiques, ça permet de garder notre souveraineté, de ne pas être dépendant des marchés financiers, de ne pas être dépendant des créanciers et dans le fond d'être maître de notre destin. Et ça, c'est très important. Et donc, effectivement, pour financer cette question-là, c'est de dire il faut qu'on soit en capacité, quand on travaille, de produire de la valeur pour notre pays. On le voit sur l'industrie. L'industrie dans notre pays, la part qu'elle représente a encore chuté l'année dernière. Donc, cette question-là doit être la priorité de tout gouvernement. La question de la productivité. Et la question de la productivité, alors la productivité, c'est pas un gros mot, c'est que quand on travaille... Vous voulez dire pas un gros mot chez les socialistes? Pas chez moi en tout cas. C'est quand on travaille, on produit de la valeur ajoutée.
on a toujours eu dans notre pays, la France a toujours été connue pour avoir une productivité importante, c'est-à-dire qu'on travaille peut-être moins que d'autres en nombre d'heures, mais on est capable de créer plus. Et là, quand on se compare, quand on se compare depuis un an, on voit que notre productivité descend, alors qu'elle repart en Espagne, qu'elle repart en Italie, dans le reste de l'Europe. Donc ça, c'est une vraie question qui devrait alerter le gouvernement. Mais on voit que c'est la conjonction de plein de petites choses. Vous savez, je vais prendre les sciences, parce que les sciences, ça permet de créer, d'avancer. Et je pense que les sciences, c'est aussi la meilleure parade pour être en capacité de faire de la transition énergétique, de trouver des matériaux qui sont meilleurs, de faire en sorte que quand on consomme moins d'énergie. Mais tout ce que vous dites n'est pas exclusif d'une réforme des retraites. Le gouvernement peut très bien ouvrir ses chantiers après. C'est pas exclusif, je l'entends bien, mais le gouvernement ne met pas le curseur sur les priorités. Et ça, c'est la priorité On vous entend ce matin, mais pour la Première ministre, la priorité, j'allais dire prosaïquement, c'est la chasse aux voix. Calculette à la main, Elisabeth Borne est partie à l'assaut des députés, surtout LR. Est-ce que vous aussi, vous avez fait vos calculs? Ça ne passe pas sans aller jusqu'au 49-3? Je pense que tout est possible d'ici jeudi. Voilà. Ah, vous aussi, vous dites tout est possible. Je pense que tout est possible. Et vous pensez qu'ils préfèrent la roulette russe à la grosse Bertha? Ça, j'en sais rien. Je ne suis pas du tout dans les confidences du gouvernement et je ne souhaite surtout pas y être. Mais ce que je constate, c'est que chez LR, il y a des hésitants parce qu'ils se rendent bien compte que même s'ils étaient d'accord avec le report à 64 ans de l'âge légal de départ à la retraite. Moi, je suis contre. Mais même s'ils étaient d'accord avec ça, ils se rendent bien compte que toutes les annonces du gouvernement, c'est bidon. Il y a 200 000 personnes sur les 850 000 qui prennent leur retraite chaque année qui partent avec moins de 1 200 € par mois. Le gouvernement leur avait dit, leur a fait croire qu'ils auraient 1 200 € par mois. Sur les 200 000, vous allez en avoir entre 10 000 et 20 000. C'est-à-dire entre 5 et 10% seulement. Donc ça, c'est un gros mensonge que nous avons débusqué. C'est ce qu'avait dit ici même à ce micro votre... Jérôme Guedj. Exactement, Jérôme Guedj qui a eu le courage d'aller faire une saisie sur pièce et sur place au ministère pour récupérer les données. Imprécision ou mensonge? Bon, mais... quand vous avez un écart de 10 000 à 20 000 vers les 200 000, ça fait quand même une grosse imprécision. Donc moi, j'appelle ça un mensonge. Bon, et comme vous dites... Sur les femmes, elles payent 60% de la facture. 60%. Mais vous avez vu ce qui s'est passé au Sénat? Il y a eu quand même des modifications, des améliorations. Et d'ailleurs, est-ce que demain, à la commission mixte paritaire, tous ces acquis qui ont été faits au Sénat vont rester dans ce texte éventuellement? Là encore, je n'en sais rien. Et c'est pour ça que nous avons demandé, le président du groupe socialiste, Boris Vallaud, a demandé que les débats puissent être publics de cette commission mixte paritaire. D'habitude, c'est à huis clos. C'est à huis clos, il n'y a pas de caméra. Donc là, ça sera très bien de voir ce que chacune et chacun porte comme position. Chacun devant ses responsabilités. Chacun devant ses responsabilités. Et après, Valérie et 7 députés. Exactement. Et après, des motions de censure sont déjà à l'étude du côté des oppositions. Est-ce que vous allez tous aller vers une motion de censure transpartisane? Alors moi, je suis très claire, je ne signe pas et je ne vote pas de texte de Rassemblement national. Ça fait partie de mes convictions. Je pense que l'arc républicain est précieux et doit être défendu à tout instant. Cela dit, il y a d'autres options qui sont dans la Constitution. Vous avez cité le 49.3. Permettez-moi juste de m'arrêter sur ce premier point, parce que Marine Le Pen a dit, si le gouvernement utilise le 49.3, nous déposerons une motion de censure. Vous dites, moi je ne voterai pas la motion de censure de Marine Le Pen parce que c'est le Rassemblement national. Donc, c'est-à-dire que vous mettez en priorité votre combat, si je puis dire, devant la réforme des retraites et ce dont vous parlez tout à l'heure. Je mets en priorité les valeurs de la République qui vraiment sont chevillées dans mon action politique. Elle est en dehors de la République, Marine Le Pen? Mais elle est héritière, elle a des héritières d'une tradition qui était en dehors de la République. Elle porte d'autres convictions qui ne sont pas du tout les miennes. Donc là-dessus, je ne voterai pas de motion de censure déposée par le Rassemblement national. Dans ce cas-là, Valérie Rabault? Sans doute peut-être d'autres motions de censure. Et puis il y a aussi un référendum d'initiative partagée qui est inscrit dans l'article. Vous n'y croyez pas beaucoup en le disant? Si. Ah mais j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup parce que c'est possible. J'y crois beaucoup parce que vous savez, on m'avait fait les mêmes remarques lorsque j'ai lancé celui pour empêcher la privatisation des aéroports de Paris. Personne n'y croyait et finalement nous y sommes arrivés et Aéroports de Paris n'a pas été privatisé. Donc un référendum d'initiative partagée, j'ai vu que Laurent Berger l'avait demandé dimanche dernier dans le JDD, ça permet de bloquer pendant 9 mois la mise en œuvre de cette réforme et peut-être de faire en sorte qu'elle ne voit jamais les jours. Et dans le même temps, donc demain, avec la commission mixte paritaire, il y aura aussi une nouvelle journée de mobilisation. Bon, clairement, c'est un fait, il y a une mobilisation moins importante et le slogan « Bloquer la France » n'était qu'un slogan.
Bon, bloquer la France, je ne sais pas si... En tout cas, ce qui est sûr... Non, mais le pays n'a pas été bloqué, on ne va pas se mentir à votre micro. Mais il y a... Ce qui est très intéressant, c'est que la mobilisation, notamment dans des sous-préfectures, des préfectures de petits départements comme le mien à Montauban, n'a jamais été aussi élevée. Donc c'est cette France-là qui s'est exprimée. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il y aura des fractures profondes, des Il y a séquelles ? déjà des fractures profondes. Mais cette France-là, cette France qu'on a appelée des sous-préfectures, qui s'est aussi exprimée avec le mouvement des Gilets jaunes, qui l'a dit, mais nous ne voulons pas de cette réforme des retraites, c'est dans le fond la France que le gouvernement ne veut pas entendre. Mais Madame la parlementaire, Madame la députée, Madame la vice-présidente socialiste de l'Assemblée nationale, je dis tout cela parce qu'il y a un choc des légitimités. Cette petite musique, vous l'entendez, un choc, un affrontement entre la légitimité de la rue et la légitimité Non. Parce qu'une fois que le texte sera voté, c'est fini. Il y a un choc lorsque la représentativement n'est pas en adéquation avec l'opinion du pays. Alors, vous allez me dire, il y a eu peut-être d'autres exemples, mais je vais en prendre un sciemment. On a dit, en 1981, les Français n'étaient pas forcément contre la peine de mort. Mais François Mitterrand avait annoncé avant d'être élu, qu'il supprimerait la peine de mort. Là, le président de la République Macron n'a pas été élu sur son programme. Ça se saurait. Non. Il n'a pas caché la réforme des retraites. Hein. Oui, mais il y avait 1 200 € dans sa profession de foi. C'était écrit. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est du vent. Et que ça fait pchit. Donc, ce qui compte, la représentativité, elle a sa crédibilité quand elle est en adéquation avec ce qu'elle a dit. Mais vous imaginez, ça va poser d'énormes problèmes pour la suite, parce qu'à chaque fois, on va finalement opposer cet argument à n'importe qui sera élu. Parce que c'est la première fois sous la Ve République qu'il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, à part les années Rocard, où il manquait 4 voix. Là, il en manque 40. C'est la première fois. Or, la Ve République, elle a été taillée pour le fait qu'il y ait une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc, c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités pour s'adapter à cette nouvelle donne. J'entends. Ce qu'il ne fait pas. Mais Valérie Rabault, s'il y a un vote à l'Assemblée nationale, est-ce que le match est terminé ? Non. Comment ça, pas terminé. Vous, la parlementaire, vous me dites que si c'est voté, c'est pas terminé ? Moi, je respecte toujours la loi. Donc, si la loi est promulguée et en application, elle s'applique. Mais avant sa promulgation, puisque c'est ça qui compte, il peut y avoir d'autres étapes, et je pense notamment au référendum d'initiative partagée. Donc vous pensez, ce matin, vous pouvez nous dire vous pensez qu'il peut y avoir l'hypothèse ou le scénario d'une réforme bloquée qui ne serait pas appliquée pendant plusieurs mois ? Pendant au moins 9 mois. Mais après, elle passe. Mais 9 mois, c'est long. Il peut se passer beaucoup de choses. Il se passe aussi des choses au Parti socialiste, Valérie Rabault. On vous a présenté comme socialiste. Oui, vous l'êtes, mais aussi NUPES, par la force des choses. Ou alors socialiste, point. Moi, je suis socialiste, j'appartiens au groupe socialiste et apparenté, qui est membre d'un intergroupe à l'Assemblée nationale. Parce que vous n'avez jamais été vraiment à l'aise avec la NUPES. Je suis à l'aise avec l'union, mais je souhaite garder mon identité politique. C'est-à-dire que c'est je suis socialiste. Non, parce qu'il y a une vraie fracture, c'est vrai, entre Olivier Faure, qui soutient, qui continue de dire que l'accord NUPES est très important, et Nicolas Meyer-Rossignol, c'est plutôt votre team, votre camp, si je puis dire, qui veut prendre ses distances. Vous êtes plutôt dans cette optique-là. Le congrès du Parti socialiste a montré que le Parti socialiste est coupé en deux. Il a encore de nouvelles idées, le Parti socialiste. Il peut l'avoir avec un accord dans la NUPES, étant dans la NUPES. Mais en tout cas, moi, ce que je constate, c'est que le groupe socialiste à l'Assemblée nationale, il a beaucoup d'idées. C'est lui qui est allé faire le contrôle sur pièce et sur place. C'est lui qui a débusqué les 1 200 €. Nous avons aussi porté le fait que ce sont les femmes qui payent 60% de la réforme des retraites. C'est Boris Vallaud qui a demandé la publicité des débats sur la commission mixte paritaire. Nous avons porté le référendum d'initiative partagée pour empêcher la privatisation des aéroports de Paris. Tout ça, c'est nous. C'est vous. Et vous n'avez pas cité une fois Olivier Faure ? Je cite le groupe socialiste et apparenté à l'Assemblée nationale. Bon, j'ai bien entendu. Je vous remercie Valérie Rabault. Merci à vous. Et je vous souhaite une bonne journée ainsi qu'à nos auditeurs. Merci Valérie Rabault, merci Sonia Mabrouk. Vous avez dit, Valérie Rabault, tout est possible sur la réforme des retraites. On va en parler dans le Club de la Presse Europe 1 tout à l'heure à 8h40.